On dit souvent que l'ADN, c'est un peu comme le livre de la vie, qu'il contient toutes les instructions nécessaires pour qu'un organisme existe. Mais une question reste entière. Comment les scientifiques font-ils pour lire ce livre ? Comment est-ce qu'on déchiffre ces pages écrites dans un langage de 4 lettres à peine ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, on va assembler la boîte à outils essentielle du généticien pour apprendre à lire l'ADN. Alors soyons clairs, le défi est immense. Rien que le génome humain, par exemple, c'est plus de 3 milliards de paires de bases. Essayer de trouver un seul gène spécifique là-dedans, c'est comme essayer de trouver une phrase précise dans une bibliothèque qui contiendrait des milliers et des milliers de livres. Bref, il faut des outils d'une précision incroyable pour s'y retrouver. Pour que ce soit plus parlant, on va prendre une analogie. Imaginons que le génome, c'est une collection gigantesque de livres de cuisine. Chaque gène, c'est une recette. Alors, comment on fait pour isoler juste la recette du gâteau au chocolat sans devoir se taper tous les autres livres ? C'est exactement le problème que les biologistes moléculaires ont dû résoudre. Voici donc notre programme. On va construire notre boîte à outils pas à pas. D'abord, on va voir comment couper l'ADN avec une grande précision, ensuite comment trier les morceaux avant de pouvoir enfin lire la séquence elle-même. Et à la fin, on verra toute la puissance de ces outils quand on les combine. Notre tout premier outil, c'est une paire de ciseaux. Mais attention, pas n'importe lesquels, des ciseaux moléculaires, capables de couper l'ADN à des endroits très spécifiques pour isoler notre fameuse recette. Et ces ciseaux, ça s'appelle des enzymes de restriction. Ce sont des protéines qu'on a découvertes chez les bactéries, où elles leur servent en fait de système de défense. En génie génétique, on les a détournées pour qu'elles coupent l'ADN à des séquences bien précises, qu'elles reconnaissent, et seulement celles-là. On est vraiment au summum de la chirurgie de précision, mais à l'échelle moléculaire. Ce qui est super intéressant sur ce schéma, c'est de voir comment on utilise ces enzymes. Ici, on a ce qu'on appelle un vecteur. En gros, c'est une petite molécule d'ADN circulaire qui sert de véhicule. Les enzymes 1 et 2 viennent couper ce vecteur à des endroits bien définis. Ça ouvre le cercle et ça crée une place pour insérer notre gène. C'est vraiment la première étape clé du clonage. Ok, donc on a coupé notre ADN. Le problème, c'est que maintenant on se retrouve avec un mélange de plein de fragments différents. Le vecteur qui est ouvert, des petits bouts qui ne nous intéressent pas, et au milieu de tout ça, notre gène. Alors comment on fait le tri ? Comment on sépare le bon grain de l'ivraie ? La solution, c'est une technique absolument fondamentale, l'électrophorèse sur gel. L'idée de base est toute simple. On va utiliser de l'électricité pour faire avancer des molécules à travers un maillage, une sorte de tamis moléculaire, quoi. Voilà le dispositif. On prépare un gel qui ressemble un peu à de la gélatine, on le place dans un bac, ce gel baigne dans une solution qui conduit l'électricité, et ensuite, on dépose notre mélange d'ADN dans des petits puits à une extrémité du gel. Et c'est là que la magie opère. Il faut savoir que l'ADN est une molécule qui est chargée négativement. Donc si on applique un champ électrique, avec le pôle moins du côté des puits et le pôle plus à l'autre bout, l'ADN va être attiré et va se mettre à bouger vers le positif. Mais le point crucial, c'est que les petits fragments, eux, se faufilent beaucoup plus vite et vont beaucoup plus loin dans le maillage du gel que les gros fragments. Et voilà, on obtient une séparation parfaite en fonction de la taille. Bon, c'est bien beau de les avoir séparés, mais l'ADN, c'est invisible à l'œil nu. Comment on fait pour le voir ? Eh bien, on utilise un colorant spécial, comme le bromure d'éthidium, le BET. Cette molécule a une particularité, elle adore se glisser entre les barreaux de l'échelle d'ADN. Et quand on éclaire le gel avec de la lumière UV, le BET devient fluorescent et ça nous révèle la position de l'ADN. Et là, on voit parfaitement le passage de la théorie à la pratique. À gauche, on a le schéma, bien propre, avec les bandes qui représentent les fragments triés par taille. Et à droite, une vraie photo de labo, le gel qui brille sous la lumière UV. Et chaque bande lumineuse correspond à des millions de fragments d'ADN de la même taille. À ce moment-là, on peut littéralement découper la bande qui nous intéresse pour l'isoler. On a coupé, on a trié, on a maintenant notre fragment d'ADN bien pur. Il est temps de sortir l'outil le plus puissant de notre boîte, celui qui va nous permettre de lire lettre par lettre la séquence de A, T, C et G qui composent notre gène. Pendant quasiment 30 ans, la méthode de référence, c'était le séquençage de Sanger. Alors oui, de nouvelles technologies existent aujourd'hui, mais comprendre Sanger, c'est vraiment essentiel, car c'est cette méthode qui a posé toutes les bases de la génomique. Le but est simple, déterminer l'ordre précis des bases. Cette méthode repose sur une astuce absolument géniale qui utilise 2 types de briques. D'un côté, on a les DNTP, qui sont les briques de construction normales de l'ADN, et de l'autre, les DDNTP, des briques un peu modifiées, des briques terminatrices. Une fois qu'un DDNTP s'est ajouté à une chaîne d'ADN, eh bien c'est fini, la synthèse s'arrête net. Plus rien ne peut être ajouté après. Et voici le moment Eureka. Pourquoi est-ce que ce DDNTP arrête tout ? Si on regarde de très près, on voit qu'il y manque un tout petit groupe chimique, le groupe hydroxyle. Et
Et ce groupe, il est absolument indispensable pour que l'enzyme qui construit l'ADN, l'ADN polymérase, puisse accrocher la brique suivante. Sans lui, l'enzyme est complètement bloquée. Alors, en pratique, comment ça marche ? Première étape, on prépare un cocktail. Dans un tube, on met notre fragment d'ADN à séquencer, une amorce pour démarrer la copie, l'enzyme ADN polymérase, une très grande quantité de briques normales et une toute petite quantité de chaque brique terminatrice, chacune étant marquée avec une couleur fluorescente différente. Deuxième étape, on lance la réaction. L'enzyme se met à copier le brin d'ADN. La plupart du temps, elle va prendre une brique normale et continuer son chemin. Mais de temps en temps, de manière totalement aléatoire, elle va attraper une brique terminatrice colorée. Et à ce moment-là, paf, la copie s'arrête. Le résultat, c'est qu'à la fin, on obtient des milliards de fragments de toutes les tailles possibles et chacun se termine par une base spécifique dont la couleur nous dit exactement ce que c'est. Et on passe à la troisième étape, qui devrait vous paraître familière. On réutilise l'électrophorèse, mais cette fois dans un tube très très fin, un capillaire, pour trier tous ces fragments par taille, du plus petit au plus grand, avec une précision d'une seule base. À la sortie du tube, un laser vient exciter les couleurs et un détecteur lit la couleur de la toute dernière base de chaque fragment qui passe. Et l'ordinateur n'a plus qu'à compiler tout ça pour reconstituer la séquence complète. En prenant un peu de recul, on réalise à quel point ces outils sont puissants une fois qu'on les combine. Ils forment un enchaînement logique qui nous permet de passer d'un génome entier, hyper complexe, à la lecture précise d'un seul et unique gène. Pour résumer donc, d'abord on coupe pour isoler une région qui nous intéresse, ensuite on trie pour purifier le fragment de la bonne taille, et enfin on lit la séquence de ce fragment. Couper, trier, lire. C'est la grammaire de base de la biologie moléculaire. Et l'impact de cette boîte à outils, il est juste révolutionnaire. Ces techniques, on les retrouve au cœur du diagnostic de maladies génétiques, de l'identification de suspects en médecine légale, dans le développement des OGM ou encore pour comprendre l'évolution. Elles sont absolument partout dans la science moderne. En fin de compte, en maîtrisant ces outils, on est passé de simplement observer la vie à lire son code source. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Maintenant qu'on sait lire le code avec autant de facilité, qu'est-ce qui se passe quand on commence non plus seulement à le lire, mais aussi à le réécrire ?